cybersécurité est un sujet qui finalement est récurrent, parce que quand on regarde dans les DSI comment ce terme peut être échangé dans la journée, Price aurait dit un peu plus de 100 fois par directeur des opérations dans un groupe de plus de 500 personnes, 100 fois par jour, il dit cybersécurité, sécurité, chiffrement, contrôle d'accès. Et bien la cybersécurité, on en parle, mais on n'en fait pas. Mais on en parle parce que ça rassure et que c'est un sujet encore trop jeune. On a décidé de monter UbiCyber, qui est la division dédiée à la cybersécurité, comportement, changement, compromission, chiffrement, parce qu'on a eu des demandes de plus en plus fortes de la part de nos clients, parce qu'on agit au niveau des exécutifs et on descend ensuite au niveau des opérationnels. Voilà, je vais vous parler de droit, mais de la manière dont le droit appréhende des choses difficiles et surtout le mouvement dans lequel aujourd'hui nos sociétés occidentales, je vais vous parler de la Suisse bien sûr, de l'Union européenne, mais les États-Unis suivent un schéma qui est assez similaire, comment aujourd'hui le droit a fini par encadrer cette obligation de sécurisation de la donnée numérique. La donnée digitale, vous l'appelez digitale numérique, il y a aujourd'hui un mouvement très entier des droits occidentaux, de l'Europe, des États-Unis, qui oblige à protéger ces données. Suisse, Union européenne, même combat. Je vais vous l'illustrer très simplement. Le principe de l'Union européenne fait que vous avez aujourd'hui une liberté, je dirais totale, de transfert des données personnelles intra-Union européenne. Et le corollaire, c'est un... Alors vous voyez cette carte qui est très parlante, avec cette tache blanche, vous me pardonnerez, j'ai fait avec les outils que j'avais. Ce principe de liberté de transfert des données personnelles intra-Union a pour corollaire l'interdiction, sanctionnée pénalement dans toute l'Union européenne, d'exporter des données. Et ce sauf exception, eh bien, les rares pays actuellement dans le monde qui ont une équivalence de législation sur la protection des données, je ne l'ai pas mis que pour vous faire plaisir, c'est juste un reflet de la réalité du droit aujourd'hui. La Suisse est un des 5 pays au monde qui offre pour l'Union européenne une équivalence de législation sur la protection des données. Vous verrez que les données techniques, les données juridiques, les définitions sont absolument identiques en droit suisse et en droit de l'Union européenne. Le risque technique, qui est tout simplement l'attaque, le vol, la destruction qui peut être plus ou moins gratuite. On vous parle toujours de cybersécurité, de terrorisme. La Suisse est en train d'adopter une loi sur le renseignement comme la France l'a fait en 2015. On vous parle beaucoup de terrorisme, de cybersécurité. Voilà, j'ai trouvé ce document qui est public. Vous voyez, qui n'est pas très vieux. 17 avril 2015, c'est le US Department of Defense. Officiellement, pour les États-Unis aujourd'hui, le risque de cyberguerre est considéré au niveau stratégique pour l'État fédéral américain comme un risque supérieur à celui du terrorisme. Ça vous donne quand même une idée de la sensibilité que représente aujourd'hui la donnée, qu'elle soit personnelle ou pas, mais en tout cas la donnée dès qu'elle est électronique. Les données personnelles doivent être protégées. On ne vous dit pas que c'est une option, on ne vous dit pas qu'il faut l'envisager. C'est une obligation par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. Le responsable du traitement, c'est le chef d'entreprise, soyons clairs, le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées. Quand je vous fais ce parallèle entre la loi suisse de 1992 et cette réglementation de l'Union européenne, vous voyez que les critères sont les mêmes. N'oubliez jamais que c'est au professionnel d'apporter la preuve qu'il a satisfait aux obligations légales, qu'il a respecté la loi, qu'il a anticipé ce qui va se passer de manière à pouvoir prouver, on parle toujours de sanctions pénales derrière dans les cas les plus graves, mais qu'il a bien fait son travail de chef d'entreprise diligent, qu'il a anticipé les problèmes et qu'il les a réglés de manière technique d'abord et organisationnelle. Garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Vous êtes obligé de le faire. Les législations sur ces matières informatiques aujourd'hui deviennent éminemment techniques. En fait, on vous demande, à vous, chef d'entreprise, d'être suffisamment proactif pour informer sur le problème et tout de suite de démontrer la manière dont vous y avez répondu. Et ça va d'autant plus loin que dans le droit de l'Union européenne, on vous demande en plus de l'historiser. On vous demande de documenter, on vous demande de conserver des archives. Les sanctions vous imposent à révéler aux autorités, mais également à communiquer vis-à-vis des citoyens ou de vos clients de la manière dont ça a été fait. La loi vous impose d'avoir des systèmes informatiques de contrôle et de détection
d'éventuelles attaques, aux frais de l'opérateur. C'est-à-dire que l'État vous dit, vous êtes OIV, toi tu es OIV, ah, pas moi, si, et en plus tu vas tout payer. Et c'est vraiment la manière dont c'est fait. Donc les logiciels, le contrôle des logiciels est imposé aux frais de l'opérateur. L'obligation de notifier les incidents. Voilà, on ne discute plus, on ne vous demande pas si vous avez envie d'eux, non. On vous impose la notification des incidents à une autorité administrative. Le jour où on est confronté concrètement, individuellement, en qualité de citoyen, en qualité de chef d'entreprise, en qualité de directeur des systèmes d'information, le jour où on voit ce qu'il est possible de faire en termes de menaces, en termes d'attaques, vous comprendrez mieux la capacité technique aujourd'hui qu'ont des individus à rentrer dans des systèmes d'information aussi bêtes que ces téléphones dont nous tous sommes équipés. Vous comprendrez qu'il y a effectivement aujourd'hui un vrai péril. Les professionnels de l'informatique qui vendent parfois certaines solutions attendent, on sait, ça va venir. On va avoir un 11 septembre numérique volontaire, probablement, involontaire, c'est moins probable, mais on va avoir un jour un énorme crash. La première question qu'on avait à vous poser, c'est qu'est-ce qu'une cyberattaque? Pour le résumer en quelques mots, c'est porter atteinte à des systèmes informatiques dans un but malveillant. Ce sont des hackers ou des groupes de hackers qui vont essayer de voler vos données, d'arrêter de paralyser votre système d'information. Et donc aujourd'hui, s'il y a des cyberattaques, il faut aussi penser cyberdéfense, et on est toujours de plus en plus connectés. Le digital, on en mange au quotidien et on va en avoir de plus en plus parce que ça nous rend agiles dans notre business et ça nous permet de croître. On a quelques chiffres qui le prouvent, on est 3 milliards sur Terre, 3 milliards de terriens qui sont connectés, qui s'échangent des données, des mails, des SMS, des photos, plein de données. On s'envoie 150 milliards de mails par jour. 100 milliards de spam. Et le troisième chiffre qu'on a vous donné, c'est que 2 jours va être 10 millions d'années. Du savoir de l'humanité connecté sur les systèmes numériques du monde. Alors là, ce que vous voyez, ce sont les attaques en temps réel. C'est une partie des attaques en temps réel qui sont collectées par un ORS, qui est un organisme d'édition qui développe des logiciels de surveillance et de monitoring. Vous avez la liste des pays les plus ciblés, l'origine des attaques, la nature des attaques, on a même les adresses IP en temps réel. Et ce n'est qu'une partie, parce que NORS n'a pas la capacité de collecter tout. Ça représente grosso modo un cinquième de l'activité de l'attaque connue. Le deuxième sujet, c'est quelles sont les fins de ces cyberattaques. On a essayé de trouver une quête dominante pour essayer de clarifier ces cyberattaques. La première, ce sont des fins crapuleuses. C'est-à-dire que c'est une personne qui va rentrer dans votre entreprise, qui va prendre vos données et qui va les mettre à la vente. On va les retrouver sur le dark web et quelqu'un peut se servir et acheter les données de l'entreprise. La deuxième fin qu'on a identifiée, c'est l'espionnage. C'est-à-dire, par exemple, le secteur industriel qui a des brevets, il y a une propriété industrielle qui se cache derrière cette entreprise, et bien des gens vont essayer de piquer cette donnée, cette propriété industrielle, pour se l'approprier et faire ses propres développements à côté. La troisième fin, c'est la déstabilisation. On va prendre vos données, mais on ne veut pas les vendre. Ce n'est pas l'objectif. Ce qu'on veut faire, c'est que vos données, on va les mettre au grand public. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir consulter vos données. Et le quatrième sujet qu'on a identifié, c'est le sabotage. C'est-à-dire que vous avez votre propre système d'information, on va vouloir vous paralyser. Si vous n'avez plus d'IT, il y a des business qui ne peuvent plus tourner. Soyons d'accord, ça c'est la phase visible de l'iceberg. Oui. Donc là, c'est vraiment, on a quelques miettes de la réalité, puisque sur les 300 000 entreprises suisses, on estime qu'il y en a à peu près 20 000 aujourd'hui qui sont attaquées, qui ne le savent pas. Les failles, il y en a tout le temps. Il y en a toujours. Des failles de sécurité, il y en a toujours. Après, il y a des niveaux dans ces failles. Il y a des failles très critiques qui touchent à la donnée, qui touchent à l'arrêt d'un service. Comme il y a des failles où on va juste avoir un petit bout de code qui va apparaître et elle ne va pas être de la même importance qu'une faille de sécurité critique. Nier l'attaque est quelque chose qui, au contraire, va nuire davantage et va augmenter l'impact économique de l'entreprise, alors que le révéler publiquement est un mea culpa, c'est je suis tombé malade, c'est la faute à personne, c'est pas grave, bon bah je vais me soigner. Quelles sont les conséquences pour ces entreprises? Le premier, c'est la finance. On a une attaque, après une attaque, il y a des frais d'investigation. Qui nous a attaqué? Comment ils ont fait pour rentrer chez nous? Il faut trouver ces informations. Il y a un audit à faire. Le second point, c'est rétablir un dommage. On a trouvé le dommage, mais il va falloir mettre des coups de tournevis pour justement réparer ce qui a été cassé. Et là, c'est une problématique, parce que, en termes de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire comment on va gérer réellement ce problème de sécurité. Soit on le fait en arrière, soit on le fait trop tard. Donc on est dans un mode pompier, on est dans un mode très réactif. De toute façon, on n'a pas le choix, on est au pied du mur et il y a le feu absolument partout.
En termes de gouvernance par la suite, on va changer entièrement ce mode opératoire et on va faire une gestion du changement avec des préconisations, avant tout, ce n'est pas juste un audit qu'on va réaliser, mais des préconisations. En termes de comportement pour la sécurité, on dit toujours que la problématique et le premier problème de la sécurité se trouve entre le clavier et la chaise. Quel va être l'impact ? L'impact en termes de changement sur les systèmes d'information, l'impact en termes d'image, très important, parce que des sociétés à forte image peuvent être détériorées en 10 minutes. Dès que vous avez une attaque, c'est totalement dramatique. La technique ne peut pas remédier à tout. Si l'humain n'est pas capable de faire un minimum d'efforts pour accepter un minimum de changements pour pouvoir garantir ne serait-ce que son identité digitale, on ne peut plus rien pour lui.